Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 15 juin 2024 et on va faire le point sur ce qui s'est un petit peu passé dans le monde merveilleux de la finance et puis le tour des actions qui ont marqué notre semaine et les points économiques et puis ce qu'il faut voir un petit peu pour la suite des événements, même si pour l'instant je vous avoue que c'est un petit peu opaque après toutes les données qu'on a dû intégrer dans nos petites têtes la semaine dernière. Alors on va commencer par prendre les choses dans l'ordre et essayer de repartir depuis le début de la semaine puisqu'on a eu quand même beaucoup de choses, CPI, PPI, Fed et tout ça il fallait le digérer et l'intégrer. Alors l'un dans l'autre, ce qu'il faut quand même retenir sur toute cette semaine, c'est qu'on a eu beaucoup de bonnes nouvelles aux États-Unis et beaucoup de peur, de trouille, d'angoisse en Europe principalement. Donc c'est vraiment, comme je le disais dans le Morning Bull d'hier, deux salles, deux ambiances, les États-Unis complètement euphoriques et le côté Europe franchement dans la panade à cause de ce qui se passe en France, principalement après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a toutes les doutes sur qui va gagner. Pour l'instant, la gauche semble être plutôt convaincue que c'est eux qui seront au gouvernement dans 3 semaines. La droite aussi, l'extrême droite aussi. Enfin, tout le monde est sûr que c'est eux la solution. Donc ça fait un truc qu'on appelle classiquement en finance un beau bordel dans un pays où c'est sans queue ni tête et on ne sait plus dans quelle direction il faut aller. Alors tout le monde est en train de parler un peu à droite à gauche pour dire que tous les autres sont des cons mais que eux sont absolument géniaux et qu'ils n'ont jamais dit l'inverse de ce qu'ils disent aujourd'hui. Bien sûr que c'est faux, c'est que juste des jeux politiques, c'est absolument pathétique. Pour être très franc, j'ai suivi un peu l'histoire sur Twitter, ça donne assez rapidement envie de vomir tellement vous voyez comment les gars sont capables de se déjuger en l'espace de 7 jours. Donc, du coup, instabilité en France, peur sur la suite du gouvernement, peur sur la capacité que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche de gérer le pays de manière financièrement intelligente. Je dis pas que Bruno Le Maire est capable de gérer le pays de manière financièrement intelligente, mais enfin, on peut supposer que les autres, ça sera pire, donc il y a ce stress-là. On va le voir après sur les graphiques, il y a l'OAT français qui a littéralement explosé. Donc en gros, aujourd'hui, la France, pour se financer, doit payer plus cher que le Portugal. Alors, rien contre le Portugal, mais visiblement, quand on regarde le Portugal aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus stable que la France. Et ça se ressent au niveau des taux d'intérêt. Donc, du coup, eh bien, c'est plus cher, plus de coûts pour se financer, instabilité générale dans le pays, et vous avez les banques qui se font décimer. Et par-dessus tout ça, eh bien, on a eu droit effectivement à cette nouvelle taxe sur les voitures électriques chinoises, ce qui met en difficulté l'industrie européenne et on a peur qu'il y ait des représailles du côté chinois. Alors, beaucoup de questions encore à répondre. Pourquoi est-ce que finalement Madame von der Leyen, le machin truc là, a décidé de taxer les Chinois alors que vous avez quand même beaucoup de boîtes européennes qui font fabriquer leurs voitures en Chine? Est-ce que c'est pas contre-productif? Bon, fondamentalement, on espère aussi que les voitures électriques, c'est pas non plus le truc qui va devenir l'avenir. On voit que de plus en plus de constructeurs sont en train de lancer des programmes pour fabriquer des moteurs thermiques mais qui polluent beaucoup moins. Donc on a l'impression qu'il y a quand même aussi là deux salles, deux ambiances et peut-être qu'il y aura des nouvelles évolutions ces prochains temps. Mais en tout cas cette taxation, j'ai pas toutes les réponses encore dessus parce que c'est pas très clair. On en reparlera certainement ces prochains temps. Mais en tout cas ces taxations ont fait du mal au marché. Donc l'Europe finit au fond du trou et de l'autre côté, eh bien aux États-Unis, c'était le paradis sur terre puisque le CPI était moins fort que prévu. Donc on voit les premiers prémices d'une baisse de l'inflation. La Fed a parlé en disant que eux, ils étaient plutôt prêts à agir s'il fallait, mais le commentaire global, les commentaires globaux de la Fed étaient très au quiche. Je vous renvoie au Morning Bull de jeudi matin pour faire le point sur toute la liste de ce qu'ils ont dit, parce qu'on va pas la refaire encore aujourd'hui, mais grosso modo, la Fed est très prudente, a une visibilité à peu près à 12 cm. Donc ils vont au fur et à mesure, ils ont changé leur dot plot, vous savez ce graphique qui donne leurs projections pour les prochains temps. Donc là, les projections de la Fed, c'est une seule baisse de taux d'ici la fin de l'année. Bon, à ce moment-là, le CPI venait de sortir et le PPI qui est sorti jeudi n'était pas connu et PPI qui était aussi faible, donc il laisse supposer que le prochain CPI sera également faible. Peut-être que ça va leur faire changer d'avis, mais en tout cas pour l'instant le dot plot c'est une baisse
en 2024 et puis 4 baisses en 2025. Par contre, à l'intérieur du commentaire de la Fed, ils ont aussi annoncé qu'ils révisaient à la hausse leur target d'inflation pour la fin de l'année. Donc l'inflation n'est pas encore à 2% au mois de décembre. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Mais en tout cas, la Fed pour l'instant reste au quiche et n'a pas l'intention de se précipiter. Est-ce que les chiffres de l'inflation qui sont sortis cette semaine vont permettre à la Fed de changer leur fusil d'épaule et peut-être de baisser les taux plus tôt que prévu? On ne sait pas, mais en tout cas, on a bien compris qu'il y a une peur qu'ils ont dans leur tête, c'est de baisser les taux trop vite et de redonner un coup de boost à l'inflation, même si M. Powell a exprimé que si vraiment il y avait un gros problème au niveau de l'emploi, encore une fois, il était prêt à agir. Il a aussi dit à l'intérieur de son discours que le put de la Fed était toujours présent. Il ne l'a pas dit comme ça, mais on le comprend comme ça, que le put de la Fed est toujours présent et que le soutien en direction des marchés financiers sera toujours présent, tant qu'ils peuvent. On notera que les jobless claims étaient aussi plus élevés, donc ça veut dire qu'on demande plus d'indemnités chômage, donc ça corrobore le fait que l'emploi est en train de ralentir, que les chiffres de non-farm payrolls qui sont sortis vendredi il y a 10 jours sont probablement complètement biaisés et que je vous parie ma main droite que lors des prochains non-farm payrolls, on va corriger à la baisse les non-farm payrolls de la semaine dernière. Comme d'habitude, le Muppet Show continue de ce côté-là. Du côté de la tech, c'est champagne et cotillon, record dans tous les sens. Hein. Les trois stars du moment, Microsoft, Apple et Nvidia, continuent de monter. Apple est au plus haut de tous les temps, Nvidia est au plus haut de tous les temps, Microsoft est au plus haut de tous les temps, le Nasdaq bat des records, le S&P bat des records. Il y a juste le Dow Jones qui est encore un peu en retard parce qu'il y a 3-4 cadavres à l'intérieur de l'indice. Mais on a l'impression que plus rien ne peut arrêter le marché pour l'instant et on voit mal ce qui pourrait tout d'un coup nous freiner. La semaine qui vient, il y aura quasiment zéro chiffre économique important, en tous les cas pour les États-Unis. Il n'y aura quasiment pas de banquiers centraux qui vont parler. C'est un peu une semaine blanche en termes d'informations macro. Alors oui, il y aura le CPI en Europe. Oui, il y aura la décision de la BNS qui va annoncer ce qu'elle va faire sur les taux, qui pourrait potentiellement encore une fois baisser les taux. On sait qu'ils ont en tout cas une ou deux baisses dans le pipe encore d'ici la fin de l'année. Donc ce sera peut-être cette fois, ce sera à suivre, ce sera jeudi matin. Mais pour le reste, on a l'impression que pour l'instant le marché va bien. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles sur les semi-conducteurs. Le SOX a littéralement explosé en fin de semaine. C'est d'ailleurs une des meilleures performances de la semaine en termes d'indices. Donc voilà, c'était une super semaine aux États-Unis et une semaine toute pourrie en Europe. Dans les performances de la semaine, eh bien, vous voyez, donc le semi-conducteur index, le SOX plus 5,9%, le pétrole qui rebondit de 3,9% quand même. On revient de nouveau dans cette zone des $80 ou presque. Le Nasdaq au plus haut de tous les temps, le S&P au plus haut de tous les temps. Vous voyez que les États-Unis, clairement, c'était génial. Le Nikkei qui parvient à terminer en hausse parce que la Banque du Japon a continué son programme obligataire comme il était prévu. Donc, il n'y a pas eu de déception de ce côté-là. Et puis, alors, le reste, vous le voyez, pire semaine pour le CAC 40 qui baisse de 6,23%. Pire semaine depuis un bon moment, en tout cas, je crois. Et donc, ils reviennent à des niveaux inquiétants et on verra sur le graphique tout à l'heure qu'on pourrait aller même encore plus bas. Le DAX, ça va un peu moins mal, mais quand même, moins 2,89. Et puis l'Italie aussi, moins 5,76%. Pourtant, l'Italie a plutôt montré des bonnes choses et a confirmé Madame Meloni lors des dernières élections. Mais voilà, en tout cas, bon sens sur le côté français. Vous voyez que c'était une semaine vraiment extrêmement coupée en deux. Même le Dow Jones terminait légèrement en baisse, mais c'est vraiment sur la tech, encore une fois, le Nasdaq et les actions américaines qu'il fallait chercher les winners de la semaine. Le SMI, là aussi, vous voyez que c'est rouge partout. Donc, on n'a pas réussi à confirmer notre bonne performance de ces dernières semaines. Pas de grandes nouvelles, c'est plutôt les marchés qui ont pesé en général. Il n'y a pas eu de grandes annonces. L'UBS est en train d'intégrer définitivement le Crédit Suisse aux États-Unis, mais c'est pas pour ça que le titre justifiait la baisse de 5,3%. Je crois que c'est plutôt l'histoire des obligations françaises qui sont en train d'exploser à cause de ce qu'on a déjà expliqué. Mais par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que vous voyez tout en haut, on a quand même Roche qui termine au plus haut dans la liste des vedettes de la semaine. Meilleure performance de la semaine pour Roche, ça n'est pas arrivé depuis au moins 18 mois, je pense. Et puis, de l'autre côté, on a Novartis qui finit légèrement en hausse, et puis Nestlé qui est toujours emmêlé dans ces histoires d'eau. Il paraîtrait de nouveau que Perrier aurait été suspendu au niveau de la production en France. Ça, c'est pas très clair. Mais en tout cas, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une histoire sur l'eau de Perrier, les médias français s'en donnent à cœur joie, mais pour l'instant, pas vraiment de confirmation. Néanmoins, Nestlé aura vécu une moins bonne semaine que ces deux compagnons big time, big size, on va dire, du SMI. L'indice SMI que voici.
Alors, vous voyez que notre grande tendance haussière est toujours présente. Et vous voyez comme ça marche quand même super bien, les graphiques. Parce que si on regarde les points que j'avais déjà laissés en plan, vous voyez qu'on avait fait un top ici à l'époque, mars-avril. Et ce top-là devenait donc une résistance. Résistance qui a été cassée dans le courant du mois de mai. Ensuite, on était chercher plus haut, mais on est revenu la retester et on a tapé pile poil dessus pour rebondir. Ensuite, on est allé rechercher le point où on s'était arrêté la dernière fois, qui est devenu une résistance. On a mis 2 jours pour casser et on est cassé. On a été chercher le haut du canal ascendant qu'on avait ici. Et puis, on n'a pas réussi à confirmer. Vous voyez que là, on a un gros candlestick de renversement ici. Quand vous avez une petite tache verte avec des grandes barres de chaque côté, c'est renversement. Renversement, on réintègre le canal haussier. Et puis, on vient retester donc l'ancien point, l'ancienne résistance qu'on avait cassée ici, sur les niveaux des, grosso modo, 12 000, plus ou moins, un peu plus haut, 12 044. Et puis, vous voyez, vendredi, on casse à la baisse, on revient en dessous, ce qui nous dit on peut aller potentiellement chercher là en bas. Et puis, on se renverse en fin de séance et on termine quand même pile poil sur ces niveaux-là, les 12 044 sur le SMI, qui font pour l'instant effet de support et qui ont permis au SMI de tenir. Alors, 2 scénarios, bien sûr, et comme d'habitude, pile ou face, la hausse et la baisse. Et si la semaine commence bien, eh bien, on peut espérer qu'on reparte de nouveau à l'assaut pour aller chercher à moyen terme, là, les plus hauts de ces derniers temps, autour des 12 300. Là, vous avez une nouvelle résistance qui aura été dessinée. Et puis, si on n'arrive pas à tenir les 12 044, eh bien, il faudra supposer qu'on aura quelques prises de profit qui pourraient nous ramener en direction des 11 008 sur le SMI. Le S&P 500. Alors, vous voyez que la fin de la semaine est au-dessus de tout ce qu'on veut, puisqu'on est au plus haut de tous les temps, donc il n'y a plus vraiment de résistance. Vous voyez que on a de la peine quand même à aller beaucoup plus haut. On hésite. Quand vous voyez ces candlesticks, on voit qu'on a des journées d'hésitation. On termine en hausse par principe, mais c'est beaucoup d'hésitation quand même. Néanmoins, eh bien, ça tient. Et tant que la tech tiendra, a priori, ça devrait tenir. Si correction il devait y avoir, quand je dis correction, ne serait-ce que 150 points de baisse, eh bien, ça viendra forcément de la techno pour l'instant. Donc le S&P termine au-dessus des 5400 pour la première fois de son histoire, en tout cas en base weekly bien sûr, et puis en base daily c'était déjà fait il y a 3 jours. Mais vous voyez que pour l'instant, il n'y a plus grand chose qui est là pour nous arrêter sur le S&P 500, même si on voit qu'on arrive quand même à des niveaux au terme de RSI qui sont extrêmement élevé. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, j'avais dessiné la semaine dernière ou la semaine d'avant ce biseau, vous voyez, on est sorti du biseau, donc ce qui veut dire si on applique la théorie des biseaux, pour autant que ce soit un biseau, d'accord, ça on s'entend bien, eh bien on devrait monter chercher beaucoup plus haut sur le Nasdaq encore en direction des 20 600 en tout cas, vous voyez qu'il y a un énorme potentiel de hausse ici. On pourrait aller chercher très exactement les 20 750 sur le Nasdaq, donc encore un bon bout de chemin. Là aussi, forcément, donc record historique, et le record historique a été bien sûr bien aidé par toutes les technos, Nvidia, Broadcom qui a publié des bons chiffres, Adobe qui a publié des bons chiffres, et qui reviennent tous, absolument tous sans exception, sur la théorie de l'intelligence artificielle. Et même Apple, qui avait été quand même pas mal secoué après son annonce de l'intelligence artificielle, où on avait pas mal critiqué, eh bien a terminé au plus haut tous les temps. Mais vous voyez là aussi sur Apple, ce qui est intéressant, c'est que là aussi je vous avais dessiné un biseau en vous disant que si on cassait ce biseau à la hausse, on allait répliquer cette grande ouverture qu'on a en bas, cette ouverture qu'on a ici, on allait la répliquer à la cassure. Et vous voyez que cette flèche bleue que je n'ai pas touchée depuis la semaine dernière, eh bien, regardez ce qu'elle fait. Elle montrait un point ici, target de la cassure du biseau, 219,38. On s'est arrêté à 219,38 plus ou moins, grosso modo au plus haut ici. Vous voyez qu'ensuite derrière, si j'efface ma flèche, eh bien derrière, allez bouge, voilà. Vous voyez que derrière on a tapé, et puis derrière on s'est gentiment effrité pour revenir jusqu'à 209. Donc le biseau a cassé, le biseau a vraiment bien fonctionné. Donc voilà, si le Nasdaq doit faire pareil, comme je vous l'ai montré sur le graphique d'après, eh bien, il y a encore du boulot, mais il faudra trouver qui va prendre le relais, parce que là, Apple a l'air, à court terme en tout cas, un tout petit peu fatigué. Ça se passe de commentaires, ça c'est le SOX, vous voyez. Donc on a fait l'autre jour cette espèce d'accès de faiblesse dans le courant du mois d'avril, et puis là on a tout cassé, et si on regarde un petit peu le mouvement d'amplitude qu'on a fait, comme ça,
vous voyez que ce mouvement, cette espèce de zone d'hésitation qu'on a récupérée, nous ouvre de nouveau la porte. En tout cas, quand on regarde ces graphiques, c'est difficile de dire que ça va revenir ou que ça va corriger. Maintenant, la seule chose qui est inquiétante, effectivement, c'est que tout semble quand même vachement suracheté. Mais c'est toujours très difficile quand vous cassez des plus hauts historiques, parce qu'on dit toujours que il faut acheter les cassures à la hausse, parce qu'on ne sait jamais quand c'est que ça s'arrête. Mais en même temps, ça a aussi tendance à être très très suracheté. Avant d'aller sur les graphiques européens, je voudrais vous montrer le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Donc vous voyez que depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, on a littéralement explosé, ce qui tente à vouloir dire que les gens préfèrent aller se positionner sur l'Allemagne, qui est beaucoup plus safe, que sur la France, qui est trop instable. Ce qu'il faut retenir dans ce genre de situation, pour faire simple, sans rentrer dans l'aspect politique des choses, c'est que le marché n'aime pas l'instabilité, il déteste ça. Et donc, quand vous avez une période instable avec aucune visibilité et aucune estimation de ce que pourrait être l'avenir, eh bien, les gens se tirent et limitent les risques. Donc, cette explosion du spread France-Allemagne n'est jamais un bon signe de toute manière. Alors évidemment, ça peut se corriger parce qu'on voit sur le graphique que ça s'est déjà produit septembre-octobre 2023. Mais là, de nouveau, ça devient très très dangereux. Et on l'a vu aussi effectivement pour l'instant. Comme je vous le disais tout à l'heure en ouverture de cette vidéo, eh bien aujourd'hui, pour se financer, ça coûte plus cher à la France qu'au Portugal. Voici donc le graphique du CAC 40. Alors là aussi, vous voyez avant l'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale, je dis bien avant, on avait repéré cette ligne de support bleue ici, vous voyez. Et cette ligne de support bleu montrait qu'elle était on était dans un canal latéral sur la France et que cette espèce de montée là correspondait à un head and shoulder sur le CAC 40, je vous l'avais montré précédemment. Et que si ce head and shoulder cassait à la baisse, c'est-à-dire qu'on venait de faire une rupture de cette ligne de support bleu, on pouvait répliquer le mouvement d'ici là. Tac. Et vous voyez que là, eh bien, le target de ce Head and Shoulder, c'était là aussi 7500. Et 7500, c'est exactement là où on s'est arrêté vendredi soir sur le CAC 40. Alors de là à dire que ça va commencer à rebondir, j'irai pas jusque-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de combler, d'ailleurs on a comblé le gap qu'on avait laissé ici à l'époque, vous voyez. Et donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'ici, on devrait pouvoir commencer gentiment à envisager de racheter. Alors évidemment, on a besoin d'en savoir plus sur ce qui va se passer en France, mais en tous les cas, on a un gros mouvement de sell-off qui s'est terminé et qui semble vouloir laisser un petit peu d'espoir. Difficile de dire s'il faut rentrer là ou 300 points plus bas, bien sûr, mais je pense que là, on a fait quand même un sacré bout de chemin et que même si, dans le pire des cas, c'est la gauche qui arrive au pouvoir, avec M. Mélenchon comme Premier ministre, je pense pas qu'il peut être aussi mauvais que ça pour détruire totalement le CAC 40. Quoique. Donc voilà, à surveiller, mais en tout cas d'un point de vue technique, si on n'avait pas cette incertitude politique, j'ai l'impression qu'on pourrait commencer à racheter quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à l'intérieur, eh bien on a encore des choses plutôt pas mal. J'en profite d'ailleurs à propos de choses plutôt pas mal pour revenir sur LVMH. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'Assemblée nationale en France, ils peuvent mettre les communistes au pouvoir, ou bien nommer Bardella comme Premier ministre et puis virer Macron et mettre Marine Le Pen comme présidente. Je pense pas que ça va changer quelque chose à l'avenir de LVMH, et ça va empêcher tous les clients de LVMH de consommer dans la marque, dans la gamme, dans les gammes de Monsieur Bernard Arnault. Ce qui veut dire que pour l'instant, souvenez-vous quand même qu'au début de l'année, les gens étaient prêts à vendre leur grand-mère pour acheter du LVMH, et que tout d'un coup, plus personne n'en veut. Donc techniquement, vous voyez qu'il y a cette immense tendance de fond sur laquelle on n'est pas encore, mais on y arrive. Donc on doit aller combler ce gap, on en avait déjà parlé. On arrive à des niveaux super intéressants. Donc je pense que la zone des 680 devrait être un bon niveau pour se repositionner sur le LVMH. Et pour ceux qui maîtrisent le concept des puts, j'ai regardé que sur du 650 décembre, sauf erreur, vous devriez pouvoir vendre des puts avec une prime de pas loin de 50 €. Donc ce qui veut dire que si vous avez le cash pour acheter les actions, en vendant des puts, vous encaissez cette prime de 50 € et dans le cas où vous êtes exercé, vous rentrez dans LVMH 50 € plus bas, donc ça vous mettrait grosso modo à 600 € l'entrée dans LVMH. Et si on revient sur 600 €, ça nous ramène en octobre 2023. Donc, ouais, ce que je veux dire, je pense que là, on est un tout petit peu en train d'être dans une phase de panique
entre guillemets. Je termine avec le DAX qui a beaucoup souffert aussi because voiture, on en a parlé. Vous voyez que le DAX termine, lui par contre, quasiment au plus bas sur les 18 000. Psychologiquement, alors là on va voir que sur 18 000, je ne sais pas combien de fois on a clôturé sur ce niveau, mais vous voyez que c'est quand même super important cette zone-là. Donc là aussi, bascule. Si on tient là, on va remonter chercher le canal haussier qu'on avait là sur le DAX. Donc il y a un sacré rebond à jouer. Et si on casse, effectivement, je pense qu'on peut faire une jolie bascule en direction de la moyenne mobile des 200 jours. Mais ça dépendra de plein de faits et d'effets politiques ces prochains jours. On va faire un petit tour rapide par les vedettes de la semaine. On commence par le Bon Rush. Le Bon Rush qui a obtenu une approbation de la part de la Commission européenne pour utiliser l'Essenza. C'est pour traiter les cancers du poumon. Elle a également obtenu une autorisation d'urgence pour utiliser un autre médicament contre la grippe A, les syndromes respiratoires, bref, en gros, vous savez l'histoire. Pas le Covid, il y a le Covid, mais comme maintenant il y a la grippe aviaire, ils ont aussi obtenu ça de l'autre côté. Et puis, on a eu Bernstein en Suisse qui a upgradé le Bon Rush et qui l'a mis sur Outperform. Donc souvenez-vous ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde voit Rush comme une daube finie et sans aucun espoir. L'UBS a downgradé il y a très longtemps le Bon Rush à 400 et ils n'ont plus rien fait depuis. Le jour où ils vont revenir dessus, eh bien, il y aura quelque chose d'intéressant à jouer et ça commence gentiment à tourner. On l'a vu sur les graphes et on l'a vu aussi dans l'esprit puisque la semaine dernière, je vous le disais, tout allait pas bien, rien n'allait bien, plus personne n'en voulait, et puis finalement le Bon Rush il montait quand même. Et deuxième semaine de suite, le Bon Rush monte encore et est en plus la meilleure performance de la semaine. Le graphique se passe de commentaires, hein, vous voyez là aussi mon biseau, ça marche bien ces biseaux, c'est incroyable. Le biseau descendant ici, vous voyez qu'on a cassé le biseau, on est allé chercher une tentative sur la moyenne mobile de 200, échoué, revenu tester en bas, et on repart à l'assaut, et l'objectif sur le Bon Rush, eh bien, il est à 265, à très court terme, en tous les cas. Et en tout cas, pour l'instant, ça fait ses bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles, et maintenant, il y a des upgrades. Pas de monstres nouvelles, généralement, sur les titres cette semaine en Suisse, mais on retiendra quand même que Metal Zug a annoncé qu'ils avaient finalement signé un contrat, et ils vont créer une co-entreprise avec Miele, en Allemagne, sauf erreur, et ça s'appellera Stilco Bellimed. Et Stilco Bellimed, c'est une société qui opérera dans le secteur des hôpitaux pour contrôler les infections et dans tout ce qui est produits pharmaceutiques et sciences de la vie. Donc Metal Zug a annoncé ça en début de semaine, le titre s'est bien comporté, et puis il s'est redégonflé derrière. Donc vous voyez ici, bon, c'est pas le titre le plus fabuleux de la semaine, vous voyez à quoi on en est réduit. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. On est quand même passé, on est monté à un moment donné de 6%, et puis on revient plus ou moins sur les bas. Donc voilà, bonne nouvelle dans un premier temps, mais il n'y a pas eu vraiment de suivi. Ipsomed. Alors Ipsomed ont annoncé cette semaine... Alors, ils ont annoncé une nouvelle, a priori, qui est plutôt bonne. Le titre montait légèrement, mais il faut quand même que je vous lise le communiqué parce que c'est juste mythique. Ipsomed bondissait de 1,2%. Le producteur bernois de dispositifs d'injection se félicite d'avoir placé son nouvel auto-injecteur auprès de Medac. L'Ipsomed 1.0 doit graduellement remplacer un instrument du concurrent du New Jersey, Becton Dickinson, dans la composition du stylo d'auto-administration de Methotrexat du groupe pharmaceutique allemand. Voilà. Donc si vous arrivez à tirer une quelconque information de ce communiqué de presse, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que moi, j'ai rien compris. Autrement, il faudra retenir que dès lundi, la Zurich va lancer son programme de rachat d'actions, son share buyback, et ça représente 1,1 milliard de cash qui va être réinjecté pour racheter des actions de la société. Le programme va durer à partir de lundi matin jusqu'à décembre 2025, donc ça va être quand même spreadé sur une année, c'est pas non plus monstrueux, mais sachez quand même que la Zurich va régulièrement racheter ses propres actions pour favoriser ses actionnaires. Voilà, il faut que je vous parle encore d'une seule chose. On a eu un événement assez important cette semaine en Suisse. On a eu une banque qui a été mise en faillite par la FINMA. Vous avez certainement tous entendu que Flobank a été mis en faillite en fin de semaine là par la FINMA. Décision unilatérale, brutale, immédiate et définitive.
Donc maintenant, les 22 000 comptes vont être progressivement remboursés jusqu'à concurrence de 100 000 francs par compte. C'est la loi sur les faillites. Ils sont déjà en liquidation. Flowbank s'est opposé à cette décision en disant que c'était pas vrai. La FINMA lui reproche de ne pas avoir assez de fonds propres pour exercer en tant que banque. Et il considère que c'est faux parce que l'argent était dans un compte de consignation pour faire une augmentation de capital. La FINMA ne veut rien entendre. De toute façon, il n'y a pas, quand la FINMA décide de mettre une boîte en faillite, une banque en faillite, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de moyen de recours, c'est unilatéral, c'est bam. On sait que la FINMA était extrêmement brillante et compétente déjà l'année passée dans ce qu'elle a fait par rapport au soutien, au sauvetage du Crédit Suisse. Et donc ça continue. On sait que le nouveau management de la FINMA a décidé de mettre un tour de vis. Donc voilà, c'est Flowbank qui pour l'instant en fait les frais. Maintenant, dans l'histoire de Flowbank, apparemment, il y a eu beaucoup de réclamations, il y a eu des erreurs comptables, il y a eu plusieurs fois des problèmes avec les fonds propres. Donc c'est pas la première fois qu'ils se font tenser par la FINMA. Et là, la sanction a été ferme et définitive. Et donc de nouveau, ça montre encore une fois que une plateforme de trading qui démarre en ce moment, eh bien, doit montrer patte blanche, doit faire tout absolument de manière impeccable. Et visiblement, là, il y a eu quelques manquements. Je mets tout ça au conditionnel parce que je ne suis pas au fait de l'affaire, je ne suis pas un expert de l'affaire, mais néanmoins, la FINMA a pris une décision et c'est un espèce de choc, puisque c'est vrai qu'en Suisse, les banques qui font faillite, c'est pas légion. D'ailleurs, le Crédit Suisse n'a pas fait faillite, il a juste été vendu bon marché à l'UBS. Résultat, c'est un choc, les gens se posent des questions, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame et des lignes de comparaison, parce que Flowbank est dans une situation qu'on connaissait délicate, il y avait déjà beaucoup de rumeurs et de bruits qui circulaient sur la structure opérationnelle de la banque, et la FINMA a pris une sanction. Voilà, donc une banque de moins sur la place genevoise, et ça n'arrive pas tous les jours, donc il fallait quand même le citer. Voilà ce que l'on pouvait raconter en cette semaine de bourse. C'était pas la semaine la plus excitante, hein. On a vu que le SMI a corrigé, on a vu que la plupart des indices européens ont corrigé. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on aura le CPI européen qui va être publié et ce sera assez intéressant. Bon, vu les CPI allemands et français qui ont été publiés, a priori ça devrait là aussi être en légère hausse. D'ailleurs, vendredi, le CPI français a été publié en hausse et j'adore. Vous savez que je déteste Bruno Le Maire, mais j'adore parce que quand il passe à la télé en ce moment pour dire oui, nous on a les meilleurs, de toute façon si vous élisez n'importe qui d'autre, ce sera la catastrophe financière. Là, on l'entend plus sur le fait que l'inflation est en train de repartir à la hausse. Forcément, il est en campagne, il n'a pas le temps. Mais en tout cas, l'inflation française repartait encore à la hausse le mois dernier. On voit vraiment que pour l'instant, on a deux situations économiques très différentes entre l'Europe et les États-Unis. Et cette instabilité européenne pèse un petit peu sur les indices. Néanmoins, on verra le CPI français, très peu de gros chiffres économiques la semaine prochaine. Ce sera plutôt calme. On va se poser des questions pour savoir si la tech peut continuer à driver le marché ou si l'intelligence artificielle va prendre une pause pendant la semaine prochaine pour repartir plus tard. Mais pour l'instant, même s'il y avait quelques prises de profit, ce ne serait pas une monstre surprise, même si pour le moment, on a l'impression que personne ne veut vendre, la volatilité est tout en bas, la confiance est plutôt présente, et même s'il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien, on l'a vu encore et encore sur certains chiffres, pour l'instant, on préfère ne pas les voir. Alors, voyons le verre à moitié plein, profitons du soleil, même s'il n'y en a pas, je m'en fous, j'ai des projecteurs partout dans le studio. Et donc, profitez bien de votre week-end, profitez bien de la semaine qui arrive. Moi, je vous retrouve bien sûr, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, soyez forts, que la force soit avec vous, et à lundi. Bye bye.